À l'heure des grands enjeux sur SR Docteur TV, bienvenue. Les 4e journées scientifiques de recherche sur le VIH-Sida, retour sur cet événement majeur que le Togo a accueilli et qui permet de booster plus que jamais la lutte contre le VIH et le Sida dans notre pays. Pour cela, nous recevons le professeur Anoumou Dagnan. Il est le coordonnateur du programme national de lutte contre le VIH-Sida et les hépatites virales, mais également le président du comité scientifique de ces journées que nous avons connues du 11 au 12 juillet au Togo. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Issifou. Merci de nous accueillir ici. C'est un plaisir pour moi. Dans vos antres pour cette émission. C'est vrai que c'est une première. Vous avez pu dégager du temps pour nous, c'est louable. Et il faut saluer cette disponibilité de votre part. Les 4e journées de recherche scientifique sur le VIH-Sida, oui. C'est vrai que ce sont des journées majeures pour notre pays quand on parle de cette pandémie qui continue encore de faire parler d'elle et qui continuera d'ailleurs quand on voit un peu les objectifs qui sont fixés au niveau donc des objectifs de développement durable, notamment l'élimination, sinon zéro infection d'ici 2030. Et vous dirigez le programme national de lutte contre cette pandémie et vous êtes actif sur le terrain. Les 4e journées se sont refermées. Quels sont vos sentiments personnels au sortir de cet événement majeur? Oui, au cours de ces 4e journées, nous avons eu à faire passer 6 conférences thématiques, 2 symposiums et écouter plus de 80 communications orales et affichées. C'est énorme. Très énorme, avec la participation de plus de 200 personnes sur cette période qui est très courte. Et pour moi, en tant que président du comité scientifique, c'est vraiment une satisfaction. Alors, satisfaction, retour donc sur cet événement en images et son avec ce premier élément sonore et visuel pour, disons, rafraîchir la mémoire des uns et des autres et revenir poursuivre l'entretien avec vous. Très bien. C'est le secrétaire général du ministère de la Santé du Togo, le Dr Kokou Tobé, qui a officiellement lancé les travaux des 4e journées scientifiques sur le VIH et le sida. La rencontre regroupe des participants venus du Bénin, du Burkina Faso et du Togo. Le Togo qui, d'après le secrétaire général, a fait d'énormes progrès dans la lutte contre le VIH-Sida. Le ministère de la Santé se réjouit des progrès croissants réalisés dans la riposte nationale contre cette épidémie depuis une dizaine d'années. Ces progrès sont matérialisés au Togo par une réduction significative des nouvelles infections et des décès de 65% en 2010 et 2023. La couverture thérapeutique des médicaments antirétroviraux des personnes vivant avec le VIH est de 88%. Malgré ces indicateurs prometteurs, il reste d'énormes défis et contraintes pour atteindre les objectifs nationaux souscrits par notre pays dans le cadre des ODD. Je ne doute pas un seul instant que les débats seront enrichissants et fructueux pour tous les participants et c'est sur cette note d'espoir que je déclare solennellement ouvertes les 4e journées scientifiques nationales sur le VIH et le sida au Togo. Le taux de prévalence du VIH-Sida au Togo s'élève à 1,6% et les acteurs impliqués dans la riposte contre cette maladie comptent multiplier les actions pour éliminer la maladie au Togo. Notre but, c'est d'abord s'occuper de nos populations pour que nos jeunes ne soient pas infectés, que les femmes ne transmettent pas la maladie, que les personnes PVH qui sont connues PVH ne meurent pas de sida. Le défi pour nous, c'est vraiment d'arriver à avoir une couverture de 95% des PVH qu'on n'a pas. On est autour de 88%. Pour les femmes enceintes, on veut dépister toutes les femmes enceintes pour les mettre sous traitement pour que les enfants naître ne soient pas infectés. Actuellement, on est autour de 82% des femmes enceintes. Donc, on a encore un défi en matière de gap. Parce que la stratégie des ODD, notamment au développement durable, qu'a souscrit le Togo, c'est d'arriver à éliminer le VIH comme santé publique en 2030. Proposer les meilleures stratégies pour avoir un bon impact dans la riposte nationale à partir des évidences scientifiques et diffuser les résultats des recherches récentes effectuées au Togo et dans la sous-région, c'est le but visé par ces 4e journées scientifiques. La rencontre s'est achevée par la remise des prix honorifiques aux institutions qui financent le gouvernement dans la lutte contre le VIH-Sida. Alors,
Professeur Daniela, c'est vrai que quand on parle des 4e journées, sinon des journées scientifiques habituellement, c'est quoi l'esprit concrètement pour le commun des mortels quand on va se retrouver pour parler de la recherche? De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est des travaux en laboratoire qu'on vient présenter, on décortique, ou alors c'est peut-être les pratiques qu'on a couramment sur le terrain, les expériences que certains ont faites et qui ne sont peut-être pas répliquées ou bien qui ne sont pas observées ailleurs? De quoi est-il question concrètement? Les 4e journées ou les journées scientifiques d'une façon globale, surtout dans le domaine médical, couvrent tous les aspects que vous venez d'évoquer, aussi bien la présentation des résultats des travaux de laboratoire que les travaux réalisés sur le plan clinique, l'observation des patients, les traitements utilisés, même les aspects juridiques. Donc tous les aspects concernant la lutte contre le VIH ont été partagés au cours de ces journées. Il faut noter qu'il y a beaucoup de conférences internationales qui sont faites sur le sida, mais pour tout le monde ne peut pas participer parce qu'on fait une sélection. Il y a des ressources financières qui ne sont pas disponibles pour que nous tous nous puissions y aller. C'est valable pour tous les pays, ce n'est pas seulement pour le Togo. Quand on fait une conférence internationale, on n'attend pas que les participants d'un pays soient à 80-90% par rapport aux autres. Disons tous les acteurs du domaine, qu'on puisse les ramasser et faire. C'est ce qui est impossible. Voilà. Donc c'est une sélection qui est rigoureuse, qui est un peu dure. Mais ces journées permettent à des acteurs locaux de pouvoir aussi s'exprimer, donner leur point de vue sur le sujet central qui est le VIH-Sida et partager les bonnes pratiques qui sont développées partout dans nos formations sanitaires. Alors, voilà. Au bout de compte, qu'est-ce que l'on va viser? On fait partage, on ressort, on repart, il faut attendre les prochaines journées pour se retrouver encore, où il y a quelque chose, une pointe de la pyramide quelque part qu'on veut atteindre. Non, quand on participe à un congrès, c'est toujours pour un objectif. C'est d'abord aller écouter, poser des questions, faire des remarques, faire des commentaires, mais surtout tirer des informations scientifiques pour faire avancer la lutte. Sinon, on ne va pas à un congrès seulement pour... Ce n'est pas un cas de villégiature, c'est toujours un objectif précis. On va partager au cours de ces congrès des avancées que nous avons obtenues au cours du VIH, les bonnes pratiques qui sont développées sur certains sites de prise en charge ou par certains programmes et tirer la quintessence, c'est-à-dire les acquis qu'on doit pouvoir faire passer à l'échelle pour pouvoir atteindre les objectifs dont vous avez parlé, les objectifs, les 3,95 pour 2030. Voilà, c'est apprendre pour améliorer ce que nous faisons actuellement. Et pouvoir dire qu'en 2030, effectivement, on est arrivé à échéance avec le résultat sur les 3,95 fixés au départ. Alors, un rappel, les 3,95 nous indique quoi concrètement? Alors, en 2030, l'ONU-SIDA s'est fixé un objectif pour tous les pays et heureusement, tous les pays l'ont adopté. Ça concerne quoi? Le premier 95, c'est que tous les patients qui vivent avec le VIH, 95% doivent avoir accès au dépistage, connaître leur statut sérologique. Maintenant, parmi ces 95 qui connaissent leur statut sérologique, on doit mettre sous traitement 95% des 95 qui connaissent leur traitement, leur statut sérologique. Ah oui. Et parce que on sait aujourd'hui, on s'est rendu compte aujourd'hui que pour éliminer ou arriver à maîtriser l'épidémie du VIH-Sida, c'est de mettre les gens sous ARV, les antirétroviraux. Toutes les études ont démontré que l'atteinte de l'élimination passera par la mise sous ARV. C'est vrai, les sensibilisations, c'est bien. L'utilisation des préservatifs et condoms, c'est bien. Mais sans ARV, on n'y arrivera pas. Il faut que les gens soient sous traitement. Absolument. Que les gens prennent correctement leurs médicaments. Et on débouche alors sur le troisième 95. C'est que 95% des patients qui sont sous traitement
doivent avoir leur charge virale supprimée. La charge virale, c'est la quantité de virus qu'on trouve dans le sang. Et donc, si la charge virale est supprimée, vous ne transmettez plus l'infection. Est-ce que cela veut dire l'absence de détection? Justement. Alors, si vous avez une charge virale supprimée, Oui. quand on parle aussi de charge virale indétectable. On ne détecte plus le virus par la méthode de la charge virale. Cela ne veut pas dire que si on fait la sérologie, vous ne serez pas positif. Voilà. On est positif à vie, mais vous n'avez plus suffisamment une quantité importante du virus dans le sang pour contaminer quelqu'un d'autre. Vous n'êtes plus une menace en réalité. Pas du tout. Vous n'êtes plus une menace. Certes, le virus est là, mais il est maîtrisé. Ça ne vous gêne pas. Il est inoffensif. Voilà. Vous le contrôlez. Voilà. Vous ne transmettez plus l'infection. Et donc, c'est à partir de ces avantages qu'on peut arriver à l'élimination en 2030. Ceci aussi est valable pour les femmes enceintes séropositives. Oui. Si elles prennent correctement le traitement antirétroviral, elles vont baisser la charge virale qui est dans le sang. Oui. Et donc elles ne vont plus transmettre le VIH à leur enfant. Donc la prévention de la transmission mère-enfant est, disons, garantie. Passe par les ARV et si c'est bien pris, c'est l'élimination de la transmission mère. Et d'ailleurs, il y a des pays qui ont déjà atteint l'élimination de la transmission mère-enfant parce que ces pays sont arrivés à mettre sous traitement antirétroviraux 95% des femmes enceintes séropositives. Et donc, vous allez arriver autour de moins de 5% de transmission. Oui. On pense que vous êtes dans l'élimination. Alors attention, l'élimination, c'est différent de l'éradication. Voilà. L'élimination, c'est que le VIH ne constitue plus un problème de santé publique. Voilà. On arrive à contrôler la maladie. Il y aura toujours quelques cas sporadiques. C'est pas grave, on maîtrise. Oui. Alors que l'éradication, c'est que la maladie disparaît complètement, ce qui n'est pas encore le cas. C'est vrai que le Togo a fait d'autres prouesses dans d'autres maladies tropicales négligées. Exactement. Salué en 2020 lors de la 72e assemblée où le Togo a reçu un prix. Vivement qu'on en arrive là également et qu'on soit crédité de cette nouvelle prouesse-là. Mais ce que vous dites, c'est intéressant dans la mesure où les antirétroviraux, donc les ARV, sont arrivés à des molécules aujourd'hui améliorées également, où l'on n'est plus obligé d'en prendre, disons, un certain nombre de comprimés. On est en train d'aller même à des comprimés. Allez-y, professeur, expliquez-nous, c'est vous qui avez. Oui, aujourd'hui, le traitement du VIH est très simplifié. Oui. Pour quelqu'un qui vient d'être dépisté nouvellement, vous avez un comprimé par jour, le matin, et ça fait le lendemain. Et les effets secondaires aussi ont été complètement réduits. Oui. Vous mettez votre comprimé dans la bouche, vous partez, vous faites toutes vos activités comme tout le monde. Et vous gardez la forme. Ah ben oui, c'est ça, vous gardez la forme. Contrairement à un hypertendu, à un diabétique, à des gens qui ont des maladies chroniques, le VIH aujourd'hui, son traitement ne pose plus problème. Donc, en plus, c'est un traitement qui est disponible, c'est gratuit. Disponible, gratuit, efficace. Cela suppose que nous devons tous aller vers le dépistage. Un triple avantage bien dont sûr. l'on devrait quand même se rassurer. Absolument. Voilà, et se rendre disponible pour bénéficier de l'offre. Absolument. Donc, allons au dépistage. Si on a le VIH ne peut plus être considéré aujourd'hui comme une fatalité. Comme avant, il y a 10, 15, 20 ans. C'est un passeport à la mort. Ah non, maintenant c'est fini. C'est des cas désespérés. Non, moi j'ai l'habitude de dire que, excusez-moi le terme, mourir du VIH parce qu'on n'a pas pu se faire dépister, ou alors on s'est fait dépister mais qu'on ne prend pas les médicaments, entre parenthèses, c'est une mort bête.
Parce qu'on a tout aujourd'hui pour vivre naturellement et faire ses activités, contribuer à son propre épanouissement, à l'épanouissement de sa famille. Donc on ne doit plus mourir de VIH. Et en plus, c'est une fatalité. En plus, on se fait prendre en charge sans que cela soit à la charge de la famille. C'est ça. Comme dans d'autres maladies où on est obligé de mettre tout le monde à contribution. Et quand on n'a pas les moyens, c'est que bon, c'est le tunnel alors qui est tout ouvert pour que l'on aille vers la fin ultime de sa vie. Donc, comme vous le dites, ce serait vraiment bête que l'on ne puisse pas bénéficier de ce qui est gratuit, avantageux à tout point de vue, on va dire. C'est une fatalité aujourd'hui si on meurt du VIH pour non-traitement, pour non-dépistage. Ça n'a pas de sens. Et aujourd'hui, on connaît des gens qui sont sous traitement depuis 30 ans, qui sont en bonne santé, qui ont fait des enfants, qui sont négatifs. Plus pétillants de forme, on n'aurait pas dit qu'ils ont le VIH. Bon, donc, alors, c'est l'autre aspect on aussi. On a tout pour éliminer le VIH, enfin, pour éliminer ou maîtriser le VIH aujourd'hui. Vous le dites si bien, c'est éliminer, maîtriser, peut-être pas éradiquer, mais une fois que ce n'est plus une menace en réalité, on va dire, de santé publique, on a fait quand même un bond et que tout le monde devrait y travailler. On va voir tous ces aspects. Il y a d'autres aspects aussi qu'on va aborder, ce qui fait que les services sont disponibles et que les gens ne veulent pas y accéder. On connaît les problèmes de stigmatisation, la catégorisation même aujourd'hui des cibles qui fait qu'on a des soucis, on le verra plus loin. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le thème de ces 4e journées, bâtir, bâtir des interventions à partir des évidences, on va dire, comment est-ce que les évidences scientifiques, quelle portée on peut donner à ce thème que l'on a, disons, élaboré pour ces 4e journées? Oui, disons que c'est un thème qui est souvent classique pour les grandes rencontres scientifiques. Hein. Oui. On y va pour pouvoir partager les avancées qu'on a obtenues au cours des années passées à partir des recherches. Et ces avancées qui ont démontré leurs preuves doivent être partagées à la communauté scientifique, ceux qui sont impliqués dans cette maladie-là, pour qu'on puisse aller les utiliser pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Absolument. Donc les évidences, c'est ce qu'on fait. On a la preuve scientifique. Ici, il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas de dire j'ai traité un cas avec telle plante, ça a marché, donc c'est bon. Non. Les évidences scientifiques, il y a des règles pour prouver qu'une méthode, un médicament, une technique de laboratoire a fait sa preuve. Vous allez le démontrer devant vos pairs qui vont apporter des critiques, des commentaires sur ce que vous dites pour qu'on puisse dégager des consensus. Tout à fait. Et c'est à partir de là, ces consensus, si tout le monde est d'accord, on a la preuve que c'est bon, on va vers la vulgarisation. Si c'est pas bon, les gens vont vous faire aussi les remarques directement là-bas que mais il y a tel point qui ne va pas, il y a cette ici pour revoir, que vous puissiez améliorer. Voilà. Donc, bâtir sur des évidences, c'est l'objectif classique des rencontres scientifiques dans le domaine médical, en tout cas ce que je maîtrise le mieux. Voilà. Alors c'est vrai, on est d'accord que ici peut-être, en ayant pris, disons, ce chemin, cette façon peut-être de faire, cette méthodologie, sur la durée, on a pu éprouver, on va dire, ce qui a été fait et que les résultats ont été probants et que cela peut peut-être servir ailleurs ou cela peut permettre le progrès justement de la recherche. C'est ce que vous voulez dire par cela. Alors, quelles ont été les grandes thématiques au cours de ces 4e journées? C'est vrai, on a parlé en gros des évidences, mais alors, en ce moment-là, quels sont les angles, quels sont, on va dire, disons, les aspects qui ont été relevés au cours de ces 4e journées? Disons que nous avons abordé globalement tous les aspects qui concernent la lutte contre le VIH-Sida. D'abord, nous avons parlé des nouvelles méthodes de diagnostic du VIH-Sida, dont une méthode qui fait souvent parler d'elle parce qu'elle nous permet de capter les personnes séropositives le plus facilement possible que les grandes campagnes, c'est ce que nous appelons l'index testing. L'index testing veut dire quoi? Si vous avez un patient positif, c'est que cette personne a été contaminée par quelqu'un et que cette personne aussi peut contaminer d'autres.
Donc, l'objectif, c'est de retrouver toutes ces personnes-là qui ont gravité autour de ce cas positif. Et comme on a dit au cours du Covid, les cas contacts. Voilà, c'est comme ça qu'on le fait maintenant, mais d'une façon un peu plus discrète, mais c'est une méthode qui est très efficace, qui permet de ne pas gaspiller des ressources en faisant beaucoup de tests avant de trouver les gens positifs. Ah d'accord, à partir d'une seule personne. Ah oui, à partir d'une personne. On a la forte probabilité d'avoir retrouvé les 3, 10 autres 4, peut-être avec qui. Et quand vous retrouvez une autre personne aussi, vous faites la même stratégie. Ah ben voilà. Et donc ça permet très rapidement. Comme une traînée de poule. Voilà, parce que qu'est-ce qu'on cherche? Le premier 95, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est de dépister 95% de personnes qui sont infectées par le VIH. Ce n'est pas de faire des tests seulement pour dire qu'on a fait tel nombre de tests. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Vous avez fait des tests, c'est vrai. Vous avez trouvé combien de positifs? C'est ce qu'on cherche maintenant. Donc, on va aller surtout dans les communautés où on va trouver des gens positifs. Donc, les nouvelles stratégies de dépistage, c'est le premier point. On a beaucoup parlé aussi de l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH, qui constitue un des objectifs majeurs de lutte contre le VIH-Sida dans notre pays et dans la sous-région ouest africaine. Nous avons parlé de tout ce qui concerne les soins et traitements. Aujourd'hui, il y a de nouvelles molécules, notamment le dolutegravir, qui est une molécule phare, molécule de base, que nous avons introduit au Togo depuis des années 2020. Toutes ces études qui ont été publiées au cours de cette journée ont montré un peu l'efficacité de ce schéma thérapeutique-là qui est introduit dans notre pays. Donc, beaucoup de communication là-dessus et aussi des études pour voir est-ce que c'est efficace. On a fait des études au labo maintenant pour voir est-ce que c'est un médicament qui est efficace. On trouve que c'est un bon choix. On a parlé des aspects juridiques de l'infection à VIH. Vous parliez tout à l'heure de la discrimination, de la stigmatisation. Il y a des études qui ont été faites dans ce domaine aussi pour nous permettre. Le VIH-Sida n'est pas seulement un problème médical. Donc ça concerne tous les aspects de vie. Et donc l'aspect juridique était un point important. Nous avons parlé aussi de ce que nous appelons les co-infections. VIH, hépatite B, VIH, tuberculose, VIH, syphilis, etc. Donc, tous ces aspects ont été abordés. Et j'allais oublier la PrEP. Aujourd'hui, la PrEP, c'est la prophylaxie pré-exposition. Cette prophylaxie pré-exposition qui est rajoutée au traitement, enfin, c'est aussi des herbes qu'on donne et qui permettent de réduire le risque de contamination. Pour l'instant, nous le mettons en œuvre dans des populations cibles, c'est-à-dire les populations qui sont plus à risque. Et donc, beaucoup de communication a été faite là-dessus. Et ça fait 2 ans qu'on a commencé, mais c'est surtout à partir de cette année que ça commence à prendre vraiment. Donc, on s'est dit qu'en associant la PrEP, le traitement et les préventions, on pourra atteindre notre objectif. C'est-à-dire qu'on a une batterie de moyens. Ben oui, aujourd'hui, oui. L'Armada est réunie pour dire qu'on est préparé pour être toujours au fond et tenir sur la durée contre le VIH-Sida. Oui, pour le VIH-Sida, comme la plupart des maladies transmissibles, tout à fait, on ne reste pas sur une seule stratégie. Il faut associer la prévention, il faut associer le dépistage, il faut associer le traitement, et c'est l'ensemble de ces stratégies qui vont concourir à la maîtrise de l'épidémie, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors peut-être, ce n'est pas pour vous coller, non, mais professeur, alors dans tout ce que vous avez dit, dans les méthodes de prévention aujourd'hui, on a donc, vous l'avez dit, le dépistage permet déjà de connaître le statut et de mettre les gens donc sous traitement. On a les préservatifs, donc les barrières qu'on a. Bizarrement, on ne parle plus tellement de l'abstinence. Bon, l'abstinence, c'est des thèmes qui sont développés surtout en milieu scolaire. Il y a des ONG avec lesquelles nous travaillons et qui développent ce genre de thèmes pour la jeunesse. Pour la jeunesse, on offre ce qu'on appelle un paquet
complet d'activité. D'accord. On y va avec toutes les informations. Vous captez, vous prenez ce qui peut être adapté ou alors vous les associez. Voilà. L'abstinence reste valable. Quand on est jeune, on est élève au collège ou au lycée, c'est un moyen de prévention qui est efficace. À moins que ça soit respecté. Ce n'est pas abstinence aujourd'hui et demain autre chose. Non, si vous voulez. Mais bon, c'est des messages aussi qui passent. Oui. C'est-à-dire que c'est ce que je dis, on ne fait plus des campagnes de... Vous n'allez pas aller parler d'abstinence à une femme au foyer. Bien sûr. Vous n'allez pas aller parler d'abstinence à une demoiselle 20, 22 ans qui a son copain ou à un jeune garçon qui est à l'université qui a sa copine. Tout à fait. Là, le thème doit changer. Il faut adapter le thème à la cible devant laquelle vous vous trouvez. Vous n'irez pas parler d'abstinence à une professionnelle de sexe. Ah ben oui. La personne vit de ça. Ça ne peut pas marcher. Donc, les cibles changent, les messages changent en fonction des cibles. La jeunesse, les élèves, il faut marteler cette information-là. Wow. Et aussi l'accompagner de l'utilisation de préservatifs, évidemment. J'ai fait ça parce que nous sommes en train de parler à tout le monde et que les élèves et autres ne se sentent pas exclus. Voilà, ah ben oui, non. Et sachent très bien que le sida n'est pas une personne. Et ça, on l'a toujours su. Et même, vous l'avez dit, qu'une mère enceinte puisse la transmettre à son enfant. Exact. Là, on a déjà des stratégies pour ça aussi. Et vous avez ajouté un élément qui est très, très intéressant aussi, c'est de parler aujourd'hui de cette prophylaxie. Pré-exposition, la PrEP, comme vous l'appelez. Oui. Alors, pour suiter sur les avancées, bien évidemment. Oui, d'accord. Alors, c'est l'une des avancées majeures. On va aller avec les avancées, donc. D'accord. Voilà. Donc, les avancées aujourd'hui dans le domaine de... La PrEP constitue l'une des avancées majeures où vous allez... Même... La PrEP même est en train de... Même si c'est une avancée majeure, elle est encore en train d'être améliorée. Voilà. Aujourd'hui, quand on prend nos pays, la PrEP, ce qui est disponible, ce sont des comprimés que vous allez prendre soit à l'occasion ou vous allez prendre d'une façon continue. Aujourd'hui, on est en train d'améliorer la PrEP où vous allez avoir une injection par mois. Et vous êtes protégé. Je me fais injecter et si je vais avoir des rapports sexuels. Vous avez un mois pour la seconde injection. Où je suis protégé contre le VIH. Voilà. Comme une sorte de vaccin temporaire. Voilà, temporaire. Vous avez, le médicament va rester dans la circulation sanguine et dans votre organisme pendant un mois. C'est ce que nous appelons les médicaments à longue durée d'action. Voilà. Ça, c'est une avancée. Ça fait que vous n'allez pas avaler des comprimés chaque matin ou chaque jour pour faire la PrEP. On l'a dans notre stratégie. On a des moyens financiers pour pouvoir l'avoir. Mais comme c'est des nouvelles molécules, on attend que ce soit disponible. D'abord. C'est prévu dans nos subventions. Tout à fait. Donc, c'est l'une des recommandations majeures d'ailleurs de l'un de nos partenaires qui est le Fonds mondial. Et donc, c'est disponible. Ailleurs, c'est déjà utilisé, mais ça va venir. L'une des avancées majeures aussi, c'est l'allègement thérapeutique des personnes vivant avec le VIH. J'ai dit tout à l'heure que le traitement aujourd'hui basique, c'est un comprimé par jour. C'est ce que j'ai dit. On est en train d'aller vers des traitements où vous allez prendre un comprimé tous les 3-4 jours ou un comprimé par semaine. Voilà, ces traitements sont en train d'être validés et nous pensons que ces traitements vont énormément contribuer à alléger la prise des médicaments des patients aussi. Donc, c'est des avancées tangibles. Quand la maladie évolue aussi, on va augmenter le nombre de comprimés. Vous allez prendre 2 ou 3, 4 comprimés. On est en train de voir aussi comment est-ce qu'on peut réduire, en termes de présentation, comment est-ce qu'on peut réduire le nombre de comprimés que vous allez avancer. En tout cas, beaucoup d'avancées sur le volet traitement. Même dans la PrEP, on est en train d'aller chez les femmes, par exemple, où on va avoir, au lieu d'avaler des comprimés, vous pouvez avoir des gels vaginaux ou des anneaux qu'on va mettre dans la cavité vaginale qui libèrent progressivement les antirétroviraux. Et donc, la dame n'a plus besoin d'avaler des comprimés. C'est des stratégies qui sont en train d'être validées et qui seront disponibles très bientôt. On a aujourd'hui une panoplie de possibilités
Mais cela n'encourage pas justement, disons, les mauvaises pratiques, le vagabondage y arrive, sexuel, sans protection surtout. Non, ce n'est pas l'objectif. Oui. L'objectif, alors quand je donne des cours sur le VIH-Sida et que je parle des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, Oui. Quand je décris les activités que nous menons à l'endroit de cette cible, Oui. il y a des étudiants qui sont surpris, qui sont braqués, qui disent mais que vous favorisez l'homosexualité. Je dis non, l'homosexualité existe déjà. Voilà. Et on sait que c'est une population à risque pour le VIH. Oui. Et si nous voulons arriver à éliminer, à baisser l'infection, il faut agir sur là où l'infection se trouve. Il faut la circonscrire. Voilà, donc on va agir pour que ces gens-là ne soient pas contaminés, parce que si elles sont contaminées, elles reviennent dans la population générale. Au sein des communautés. Voilà, reviennent dans la on n'a pas population une générale. étiquette sur leur front. Ah de non, toute façon. donc agir là où il y a le problème ne veut pas dire qu'on l'encourage. Favoriser des moyens de prévention ne veut pas dire qu'on encourage. Non, pas du tout. On parle aussi, les préservatifs, une méthode n'élimine pas l'autre. Voilà. Il faut les combiner. De toute façon, prévenir vaut mieux que guérir. Il faut les combiner. Donc, on cherche des moyens pour prévenir la maladie et non pour diffuser l'infection. Voilà. Il faut que ce soit bien compris des uns des autres, exactement, parce que quand c'est on ça. a plus de possibilités, on se dit aussi qu'on a plus de liberté. Il faut noter aussi que nous devons renforcer d'une façon globale l'éducation sexuelle des jeunes filles et des jeunes garçons dans notre pays. Il y a la direction de santé maternelle et des enfants qui s'occupe de ce volet, où on offre tout ce qu'il faut. Il faut apprendre aux jeunes ce qu'est la sexualité. Tout à fait. Faut pas que la découverte soit une surprise. Et donc, on doit ça se trouve dans nos manuels scolaires. Bien sûr. Il faut renforcer ces aspects-là. Si la personne comprend bien la situation, elle peut mieux se préparer Et surtout gérer sa vie. quand on arrive en séquence. Voilà. Donc voilà bien des choses intéressantes que vous évoquez. Avez-vous le sentiment aujourd'hui, professeur, parce que la lutte s'éternise, elle dure depuis qu'on a commencé. Certains ont pu peut-être penser qu'on ne le fait pas assez. Mais à votre avis aujourd'hui, avec l'expérience que vous faites du VIH-Sida, de la lutte depuis, étant à la tête d'un programme clé et travaillant avec des partenaires clés dans le domaine, est-ce qu'on a l'impression que les choses bougent? Ah oui, les choses bougent beaucoup. Les choses bougent beaucoup. Quand je prends notre pays, nous, selon les estimations, on attend, on pense qu'il y a 105 000 personnes vivant avec le VIH dans notre pays. Nous avons mis sous ARV aujourd'hui plus de 90 000. Donc on s'est dit que d'ici la fin d'année, de l'année 2024, on peut arriver à 100 000 personnes sous ARV. Ce qui veut dire qu'on est plus loin des 3,95. Voilà, donc les choses bougent. Et quand vous prenez les données épidémiologiques, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU-SIDA qui le dit. Le Togo a réduit de plus de 50% les nouvelles infections au VIH. Et de plus de 50% le décès lié au VIH. Donc, des avancées sont faites, les choses bougent dans le bon sens. La lutte peut sembler un peu longue, on comprend, mais c'est faire injure à l'histoire des maladies. La lèpre, la tuberculose, le choléra, ces maladies ont fait plus de siècles avant qu'on arrive à les maîtriser. Et on est vraiment sur la bonne voie. Si, et je sais que tous les pays sont engagés, si les efforts sont maintenus, si les financements sont disponibles, je pense que le VIH dans les années à venir, 2030-2035, sera une maladie maîtrisée. Alors c'est vrai que le biais que les gens font souvent, c'est que quand on donne encore la prévalence, vous nous direz de quel taux elle est encore chez nous au Togo. D'accord. Et c'est vrai que quand on voit encore cette prévalence, et surtout les moyens colossaux qu'on a mis dans la lutte, les gens se disent, on aurait pu quand même
Il était temps quand même. C'est un peu ça le biais que les gens font souvent. Non, le VIH, c'est une maladie complexe. Ah oui. C'est une maladie complexe, c'est une maladie qui touche l'intimité. On ne peut pas s'en débarrasser comme ça, c'est pas possible. Oui. Mais les efforts, justement, s'il n'y avait pas ces efforts financiers, mais peut-être que dans les années 90, 2000, on a vu l'espérance de vie des pays africains en train de chuter à cause de VIH. Ah oui, à cause du VIH. Le VIH ne faisait que des décès parce qu'il n'y avait pas de traitement. Tout à fait. Or, ce qui coûte cher dans la prise en charge du VIH, ce sont les traitements. C'est les médicaments. Donc, c'est logique. Il faut circonscrire, sinon, on aura plus de difficultés. Qu'est-ce que je voulais rajouter? La prévalence, justement. La prévalence. Oui. Il y a quelques années, on était encore à 6-5%. Oui. Aujourd'hui, on est à 1,7%. Cette année, on est en train de faire une enquête, une enquête de santé au Togo, comme le DST. Oui. Le DST, on est en train de refaire cette enquête. La dernière, c'était en 2014. Tout à fait. On est en train de le refaire cette année. Cette enquête va nous situer exactement sur la prévalence de l'infection à VIH. Oui. Il faut noter que si vous donnez des médicaments aux gens qui sont infectés par le VIH, ils sont en vie. Ils sont en vie. Ils prennent les produits. Bien sûr. Donc, ça peut avoir peut-être aussi un peu d'impact sur la prévalence qu'on va trouver, mais ce n'est pas un souci. Peut-être qu'on sera à moins d'1% actuellement si, par rapport aux données dont nous disposons aujourd'hui, l'enquête qui sera faite, je pense qu'on sera à moins d'1% de l'infection la prévalence de l'infection à VIH au Togo. Alors, voilà que nous nous rapprochons de 2030, il reste encore 6 ans. Oui. Et quand vous donnez ce chiffre, c'est vrai qu'on est en train pratiquement de dire qu'on est en train d'arriver au 3,95. Oui. Vivement que on se rapproche. On se rapproche très bien des 3,95. Alors, c'est vrai qu'en revenant aux journées, les gens ont fait, on va dire, un partage d'expérience aussi, Oui. un partage d'informations. Alors aujourd'hui, en termes de pratique, on va dire, d'expérience, qu'est-ce que l'on a pu dire que peut-être c'est fait ici et qu'on peut repliquer ailleurs pour dire qu'au moins on va arriver à une sorte de conformité de pratique, d'expérience. C'est ça. Il y a une communication d'une ONG qui a particulièrement retenu mon attention. Oui. C'est qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à capter toutes les femmes enceintes dans notre système sanitaire. Oui. Pour beaucoup de raisons culturelles, distance, disponibilité, etc. Et il y a une ONG dans la préfecture des Lacs qui a monté une stratégie qui permet de pouvoir capter les femmes enceintes qui ne vont pas à l'hôpital. Et à partir de là, comme c'est une ONG qui offre le dépistage, elle propose le dépistage aux femmes et celles qui sont séropositives, elles sont référées maintenant vers les structures de prise en charge. C'est une expérience je pense qu'il faut, j'en ai discuté avec le professeur Piché, qui est le coordonnateur du secrétariat permanent du CNLS, c'est qu'il faut qu'on creuse un peu comment est-ce que c'est organisé pour voir comment le repliquer, parce que nous avons dans notre pays certains districts sanitaires, certaines zones où la consultation prénatale, elle est faible. Donc, si on peut se baser sur cette expérience pour pouvoir atteindre ces femmes enceintes, les femmes enceintes d'une façon générale, et celles qui sont séropositives, ça peut être une belle expérience. Comme je l'ai déjà dit, la PrEP que nous avons commencé par mettre en place, ce n'est pas disponible partout, évidemment. Nous sommes en train d'aller d'une façon progressive. On doit être autour de plus de 100 sites, 130 sites aujourd'hui qui offrent la PrEP. L'idéal, c'est d'aller au-delà, que ça soit disponible un peu partout. Il y a une bonne pratique que j'ai oubliée, c'est l'autotest. L'autotest, c'est l'autodépistage. C'est que la personne, la personne même administre le test pour savoir si elle est positive ou pas. C'est aussi une stratégie qui a été mise en place tout récemment
et qui est en train de prendre, qui marche bien. Il faut... ça accroît la discrétion et ce qui fait que la personne l'ayant fait voilà. peut après s'orienter tranquillement plutôt vers que un statut, voilà. vers une structure sanitaire. Voilà. C'est quelque chose aussi qui est en train de... L'idée, c'est de voir maintenant comment on fait pour l'offrir à la grande population, la jeunesse. C'est de l'étendre. Oui, ce sont des pratiques qui ont fait les gens, puisque ça, on l'a observé, et cela continue, vous l'avez dit, la stigmatisation, la discrimination aidant, les gens n'ont pas justement cette volonté-là de pouvoir dire, je me lève, je vais faire mon test du VIH. Alors moi, j'ai fait une expérience particulière avec vous d'ailleurs, où c'est vrai, je suis devenu demander le test, j'ai été bien accueilli, mais il y a une question qui m'a été posée. Pourquoi as-tu pris cette décision? et ça aussi, professeur, oui, ça décourage les gens de venir dire... Non, c'est parce qu'on veut alors, on pose cette question à quelqu'un qui s'y connaît peut-être pour, disons, étendre la discussion et nourrir beaucoup plus justement donc, la documentation sur les raisons. Mais bon, à un profane... Non, c'est en fait, la personne est en train de faire indirectement ce qu'on appelle le counseling pré-test, c'est-à-dire la personne veut savoir pourquoi vous voulez faire le test, quel est l'objectif que vous avez derrière, est-ce qu'il y a eu un risque. Tout à fait. Il y a des gens, moi j'ai un médecin en plus qui m'a dit un jour, il est venu chez moi au labo, il dit je vais faire mon test de dépistage. Je lui dis mais qu'est-ce que tu vas faire avec le résultat après? Il dit mais si je suis séropositif, je vais aller me suicider. Je dis non, on ne fait pas un test de dépistage pour un médecin. Oui. Il dit non, on ne fait pas un test de dépistage pour mourir. Non, il y a tous les moyens aujourd'hui pour que tu te traites. Quel risque tu as pris? Pourquoi? Et de fil en aiguille, on s'est compris, on a fait le test et il est en plus négatif. Et ça aussi, ça vous permet, comme vous le dites justement, ce conseil pré-dépistage qui permet de rassurer le patient, absolument, de l'amener à se dire après la vie continue. Et déjà qu'il y a les moyens, toute une batterie de moyens pour pouvoir aider. Et aujourd'hui, c'est que avant, quand on fait le dépistage, il y a beaucoup de critères qui étaient établis avant qu'on ne te mette sous traitement. Tout à fait. On avait commencé par les CD4 inférieurs à 200, c'est-à-dire que quand tu es en immunodépression, ce qui n'est pas normal. Après, on est passé à 350, après 500. Maintenant, on est passé dans ce qu'on appelle dépister et traiter. On vous dépiste aujourd'hui, on discute avec vous. Si vous êtes prêt, vous commencez le traitement le même jour. Et ça rassure les gens. On attend. On est malade, on prend des médicaments. Tout à fait. Et c'est gratuit. Ah ben oui. Le dépistage, c'est gratuit. Le traitement, c'est gratuit. La charge virale qui permet de suivre l'efficacité du traitement, c'est également gratuit. Donc, on se dit aujourd'hui, c'est que quand on vient, tout est disponible. Il suffit donc d'en bénéficier. Il suffit. J'accepte, je viens, j'en bénéficie. Il suffit, Et si demain je reviens voir le professeur Dagnan, il me reçoit, nous discutons, nous faisons donc ce conseil pré-test-là, nous nous accordons. Et si je suis séropositif, c'est qu'il dit, voilà. Le même jour, vous partez avec un mois de traitement. Le même jour. Et si on fait un parcours, premier mois, deuxième mois, troisième mois, on trouve que vous prenez bien les médicaments, au lieu de venir chaque mois pour prendre le traitement, on commence par vous donner pour 3 mois. Si on est sûr que vous êtes un homme assez responsable, vous avez bien compris votre statut, vous prenez bien votre médicament, on peut vous donner 3 mois ou voire même 6 mois de traitement pour éviter que vous ne venez tous les jours. Tous les jours et que les gens vous voient parce que de toute façon, et puis en plus, voilà, vous perdez du temps. Tout le temps, vous allez à l'hôpital alors que vous vous sentez bien, il suffit de mettre un comprimé dans la bouche. Donc, nous sommes passés à ce qu'on appelle la distribution multi-mois. Vous prenez votre traitement pour 6 mois. Vous avez une charge virale par an pour contrôler l'efficacité de votre traitement. Et si vous avez, entre-temps, si vous avez d'autres soucis de santé, vous consultez votre médecin qui fait le point avec vous. Alors, ce que vous dites est intéressant dans la mesure où les gens pensent qu'on s'est habitué au VIH-Sida, si bien qu'on en sait tout et qu'on ne peut plus en parler.
Eh bien, on se trompe. Il y a du nouveau. Il faut toujours actualiser ces informations sur le VIH-Sida. La recherche continue. Voilà. Ça ne s'est jamais arrêté. Alors, la recherche continue. Justement, d'autant plus que la recherche continue, professeur, quels vont être les enjeux aujourd'hui? Pardon? Quels vont être aujourd'hui les enjeux pour cette recherche-là qui continue, pour les pays qui ont des moyens limités comme les Oui, pour nous, oui. ce sont surtout des recherches opérationnelles, c'est-à-dire des pratiques dans le domaine de la prise en charge, pour toujours améliorer la prise en charge. On peut toujours faire mieux. Sur le plan international, il n'y a plus beaucoup de recherches sur le vaccin contre le VIH, parce que beaucoup d'essais ont été faits. Oui. Ça n'a pas marché parce que, comme on le sait, c'est un virus qui touche le système immunitaire. Il reste que quelques rares équipes qui s'intéressent encore. Aujourd'hui, il y a des recherches qui s'intéressent au foyer. Quand on est infecté, il y a quelques cellules que nous appelons les cellules mémoire qui vont garder l'infection jusqu'à un certain temps. Bon, donc les recherches s'intéressent à ces sujets-là. Les recherches s'intéressent aussi à d'autres molécules. On a des médicaments qu'on connaît qui marchent bien, mais il y a d'autres cibles sur le virus contre lesquelles il y a de nouvelles molécules qui sont en train d'être développées, toujours dans le sens d'améliorer le traitement ou de couper très rapidement la propagation de l'infection. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les médicaments à longue durée d'action, où les gens font des trucs aujourd'hui pour voir si on ne peut pas prendre un comprimé par toutes les 2 semaines ou une fois par mois, même ceux qui sont malades. Il y a des recherches qui sont faites aussi pour alléger le traitement et le rendre le plus souple possible. Et surtout pas sans effet secondaire. Et vous dites là aussi, j'allais justement l'aborder, et vous dites là aussi en même temps éliminer, sinon réduire significativement les effets secondaires. Absolument. Si vous mettez un médicament en place aujourd'hui pour traiter le VIH, qui a beaucoup d'effets secondaires, personne ne va le prendre. Oui. Parce qu'on en a déjà qui n'ont pratiquement pas d'effets secondaires. Donc c'est important de tenir compte du confort du malade. Tout à fait. Voilà. Alors quels vont être les acteurs justement quand on va parler de cette recherche-là sur les enjeux que vous venez d'évoquer, les bases, les perspectives, les objectifs? Qui va faire quoi? Oui, non. Comme je l'ai dit, le VIH concerne, à cause de sa complexité, concerne tout le monde. Il y a des juristes qui peuvent faire des travaux sur tout ce qui est stigmatisation, discrimination. Il y a des psychologues qui travaillent beaucoup sur les aspects psychologiques, psychiatriques, les aspects mentaux du VIH. Et il y a ceux qui sont sur la thématique stricte du VIH même, c'est-à-dire le virus lui-même, quel médicament, quel va être le dépistage, quelle meilleure méthode de dépistage on peut utiliser. Donc c'est pour dire que tous les acteurs qui sont dans la lutte, nous tous, vous et moi, nous sommes concernés à des degrés divers, chacun dans son domaine. Et c'est que ce soit les médecins, les infirmiers, les psychologues, les psychiatres, les juristes, les hommes de médias. Tout à fait. Tout le monde est impliqué. C'est ça les acteurs, les épidémiologistes, tout à fait. Hein, les acteurs, les spécialistes des maladies infectieuses, les biologistes. Même les sociologues. Les sociologues. Les ah oui, c'est le VIH, ça a toute cette connotation. Donc, tout le monde est impliqué. Tous ceux qui le font maintenant sont toujours concernés. Ce n'est pas encore fini. Voilà. Alors, c'est vrai que le plus souvent, ce qui est peut-être incriminé ou décrié, c'est cette absence d'un cadre collaboratif très synergique, où on voit que les gens sont au même niveau d'information. Les gens travaillent dans une sorte d'osmose qui permet de dire on est à même de pouvoir travailler en toute liberté, mais en toute confiance aussi. Ah oui, tout à l'heure, j'ai oublié de citer les tradis praticiens qui connaissent les vertus des plantes, des décoctions, des feuilles. Mais il faut faire des études dans ce domaine aussi pour voir ce qui se passe. Donc, tout le monde est conscient. Bon, alors, ce que vous dites, le cadre, le CNLS, en fait, peut jouer ce rôle pour coordonner un peu... Le catalyseur, voilà. Pour coordonner un peu tout ce qui est fait.
Je sais que, par exemple, le CNL travaille beaucoup avec le milieu scolaire, Oui. travaille beaucoup avec les associations, avec les juristes. On a au CCM des juristes qui viennent participer à nos décisions. Donc, le CNLS est bien positionné pour s'occuper de tous les aspects non médicaux. Ici, le PNLS, nous, on a notre rôle, c'est purement médical. Tout à fait. Faire le dépistage, traiter, suivre les malades. Et nous travaillons en collaboration avec le CNLS qui s'occupe des autres aspects de la lutte. Alors c'est vrai que vous, de toute façon, on ne s'est pas trompé de personnes ressources. Et d'ailleurs, le coordonnateur de ce programme-là, vous êtes dans la microbiologie, vous êtes vraiment en plein dans la détection, mais aussi, peut-être, je le dirai, c'est à vous de le préciser, on va dire, de tout ce qui peut contribuer à la mise au point des molécules. Oui, bon, alors, les molécules, c'est surtout les pharmacologues, les pharmaciens qui s'occupent de cet aspect. Mais nous, on s'occupe, enfin, moi, particulièrement, j'ai fait la microbiologie, donc nous, on va s'occuper peut-être d'évaluer son efficacité. Tout à fait. Donc, c'est un travail en symbiose, en collaboration avec les pharmaciens et les pharmacologues. Bon, mais ici, c'est un programme national, donc que ce soit un biologiste ou un clinicien ou quelqu'un de santé publique, les directives sont là, il suffit qu'on arrive à les mettre en œuvre, à mobiliser aussi bien les ressources que le personnel et suivre les travaux sur le terrain, ça doit pouvoir aller. Alors, vous avez dit quelque chose, mobiliser les ressources. Quand on parle de la recherche, il y a la question du financement que se pose énormément. Absolument. Alors, cette question, comment on la gère? Comment on fait la mobilisation des ressources? Au niveau international, aujourd'hui, est-ce que les gens sont encore prêts à débourser autant qu'il y a 10 ans? La recherche coûte cher. Si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez faire de la recherche. Oui. Et curieusement, les fonds sont toujours disponibles pour la recherche. Il faut savoir aller les chercher. D'accord. Il faut savoir aller les chercher et savoir nouer des partenariats. Ouais. Parce que si nous nous cantonnons seulement à notre cadre de travail, à notre pays, on va rater beaucoup de choses. Il faut savoir où ça se trouve. Il faut aussi, parfois, il faut s'intéresser aussi à des thèmes qui sont innovateurs. Donc, les fonds sont toujours disponibles. Il faut aller les chercher. Voilà, il faut prospecter. Oui, il faut chercher. Le laisser nulle part où la main le passe. Nous, on a aujourd'hui 2 ou 3 projets de recherche que nous avons avec des partenaires internationaux. On vient de monter tout récemment un projet de recherche sur la prévention du cancer de col de l'utérus chez les personnes vivant avec le VIH. Si on a la chance dans les années à venir, ça peut être étendu à toutes les femmes en âge de procréer. Il y a le professeur Ekevi avec qui nous avons beaucoup de thèmes de recherche sur le VIH, sur les co-infections. Donc, il faut chercher. Voilà une épidémie. Sinon, localement, ça va être difficile, mais si on s'y prend bien, je pense que tout le monde est intéressé par la recherche. Du moment où la lutte n'est pas finie, on veut toujours savoir il faut savoir que les dernières courses sont les plus difficiles. Donc, il faut pas rester les bras croisés, il faut chercher. Alors, nous c'est vrai que tant que vos portes sont ouvertes, nous, on va jouer notre part. C'est de pouvoir continuer aussi à marteler le sujet. Parce qu'il faut en parler. Ouvert. Voilà, il faut en parler encore. C'est ouvert. Merci pour ça. Alors, peut-être pour finir avec vous aujourd'hui, avant de délivrer votre message, en termes de recommandations de manière globale, qu'est-ce que l'on peut indiquer aux gens pour qu'on sache que le travail continue et aussi l'engagement doit être au point? Comme je l'ai dit, quand on voit nos résultats aujourd'hui, globalement, on est en train de nous approcher des 3,95. Moi, je voulais exhorter ceux qui sont sur le terrain, les acteurs sur le terrain,
à maintenir cet effort, ces efforts qui nous ont permis aujourd'hui d'être là où nous sommes. Ce n'est pas le moment de se relâcher parce que ce n'est pas fini. Parfois, on peut se dire qu'on a des résultats encourageants, donc on peut relâcher un peu. Non, ce n'est pas le moment parce que on n'a pas encore atteint l'objectif fixé. Tout à fait. C'est 95%. On ne l'a pas encore atteint. De deux, sur l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH, nous avons encore des efforts à faire sur cette thématique-là pour pouvoir éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Nous sommes encore un peu loin, donc c'est les domaines dans lesquels on doit faire des efforts. Je sais également que nous devons faire des efforts et on a besoin encore des acteurs sur la PrEP, comme on en a longuement parlé, et sur l'autotest. Donc j'encourage tout le personnel de santé, que ce soit public, privé, associatif ou confessionnel, de redoubler d'efforts pour que l'objectif que nous nous sommes fixés ensemble soit atteint pour soulager notre population de ce fardeau qu'est le VIH-Sida. Alors c'est vrai, professeur, vous l'avez dit, même si on arrive au 3,95, il faudra garder la veille et maintenir le cap. Parce que quand on atteint l'apogée, il ne faut surtout pas descendre. L'atteinte des 3,95 n'est pas synonyme de l'éradication du VIH. Et donc la lutte continue. La lutte continue, absolument. Merci professeur Anoumou Dagnoa. Vous êtes le coordonnateur du programme national de lutte contre le VIH-Sida et les hépatites virales ici au Togo. Vous avez accepté donc nous recevoir pour partager avec nous les résultats des 4e journées scientifiques de recherche sur le VIH et le SIDA qui se sont tenues donc les 11 et 12 juillet dernier en 2024 au Togo. Merci donc, on se dit à très bientôt. À bientôt. Pour parler de la PrEP et de l'autotest. La PrEP, l'autotest et bientôt les hépatites virales. Merci beaucoup, professeur. Tout le plaisir est pour moi. Voilà. Merci donc aux équipes techniques et rédactionnelles qui nous aident à produire cette émission. Et merci également à l'administration pour tout ce qu'elle fait pour que SOS Docteur TV soit une réalité pour les populations. Votre santé et bien-être, notre priorité. À très bientôt.